sur Facebook, on a beaucoup de témoignages, et les propos tentant des femmes vis-à-vis d'autres femmes n'est pas toujours très, très glorieux. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là ? Oui, et qu'il faut peut-être que les femmes elles-mêmes changent leur regard sur les autres femmes, peut-être aussi pour que la société évolue, parce qu'elles ne sont pas tendres souvent entre elles. Je crois qu'on intériorise beaucoup, on n'élimine pas des milliers d'années d'histoire assez patriarcale, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi des choses que les femmes intériorisent beaucoup. Je pense que le sexisme, il est quand même des hommes envers les femmes. Mais au niveau judiciaire, je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'on s'aperçoit que les jurys composés principalement de femmes sont beaucoup plus durs avec la victime que des jurés hommes. À chaque fois, on se rend compte de ça, et que les jurys femmes, à majorité femmes, condamnent moins lourdement un accusé de viol qu'un jury composé d'hommes. J'aime pas les généralités sur les femmes vont être plus... Non, mais malheureusement, ce sont des statistiques. Ce sont des statistiques. Les hommes vont être plus à l'écoute des victimes, je crois que c'est... Non, ce sont des statistiques, on s'en aperçoit. Et nous, quand on est avocat, malheureusement, si je défends une victime, je préfère qu'il y ait des hommes, plus d'hommes dans le jury. Et tous mes confrères et tous les magistrats... Ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Mais ça y rentre, parce que la justice est humaine, malheureusement. Maître Schmitt, quelle est la frontière entre séduction et harcèlement ? C'est bien. Que se passe-t-il ? Maître Moscovici, quelle est la frontière ? La frontière, c'est que la séduction, il peut peut-être y avoir une réponse positive de la part de la personne qui est séduite, alors que dans le harcèlement, dès le départ, elle indique qu'elle ne souhaite pas être séduite. Bien sûr. C'est le nom. La frontière, c'est que... Il n'y a pas de définition de la séduction dans le code pénal du harcèlement. C'est pas des définition de droit, mais il y a des avances masculines qui sont importunes. C'est pour ça que moi je défends la galanterie, qui est une élaboration culturelle pour que l'hommage soit un plaisir et soit humoristique, soit léger. La galanterie, c'est un art pour l'homme de se rendre léger. Et c'est un effort extrême. C'est quelque chose de fatigant qui leur a été demandé. Dans la culture française, je trouve, c'est une élaboration culturelle de premier plan pour, justement, éviter l'importunité. Donc, entre séduction et harcèlement, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est important, la séduction dans notre culture. C'est essentiel. Enfin, c'est quelque chose que la France a apporté au monde et dont on devrait maintenant s'excuser en disant non, c'était uniquement pour recouvrir une domination et une oppression scandaleuse. Je ne suis pas du tout d'accord. Maître Schmitt, est-ce qu'on n'est pas tombé aux États-Unis, par exemple, les Américains sont très sévères avec ce qu'ils appellent les gestes inappropriés, et ça n'a rien à voir avec notre culture française. Je vous répondrai en tant que Français, parce que c'est plus une question culturelle qu'une question juridique. Effectivement, je pense qu'on est tombé, et notamment dans des États comme celui de New York ou la Californie, où il y a des codes d'éthique très précis qui ont été mis en place, où quand vous arrivez dans une société, vous avez une journée de formation sur les comportements à avoir entre personnes de sexes différents, on se crée quelque chose de, je pense, d'assez invivable au niveau de l'entreprise. En tout cas, je ne souhaiterais pas, en tant que Français, avant tout, que ça se généralise à la Finalement, France. il y a un juste milieu peut-être à trouver entre ce machisme peut-être un peu ambiant dans notre société française et ce qu'on peut voir aux États-Unis, Julie Muriel. Je crois qu'il y a une distinction très nette à faire entre séduction et violence sexuelle. On n'est pas du tout dans le même registre dans la séduction. Il y a un consentement, et puis je crois que quand il y a un refus, il est clair, et les deux personnes le savent très bien. Donc il y a eu une confusion là-dessus en remettant en cause la séduction à la française, alors que là on est dans le registre de la violence. Et je crois quand même que cette confusion a été entretenue par un certain état d'esprit anti-français aux États-Unis que leur presse de caniveau a si bien manifesté. Enfin, les articles du New York Post étaient quand même racistes, anti-français. Et moi, à mon niveau, j'étais vraiment très étonnée de devenir simplement, pour un ouvrage sur la galanterie, la cible d'une certaine université américaine qui faisait des amalgames. C'est-à-dire que la galanterie devenait criminalisée, comme la France en général, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui relève de l'hostilité ou de l'incompréhension entre l'Amérique et nous, alors que l'Amérique a tant à nous apprendre dans le rapport entre hommes et femmes.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après Dominique Strauss-Kahn ? Oui, moi je le pense parce que cette affaire a quand même libéré la parole des femmes. Et moi j'ai vu au cabinet de nombreuses femmes venir et souhaiter déposer plainte parce qu'elles se sont dit qu'elles aussi elles pouvaient déposer plainte. Et d'ailleurs dans la suite, il y a eu l'affaire Tron, ce qui les a confortées dans le fait que maintenant une femme peut déposer plainte et peut être entendue par les services de police et de gendarmerie. Ça a un peu libéré la parole et moi j'ai vu vraiment beaucoup de femmes venir me consulter pour déposer plainte. Et ça, c'est important. Il y a un avant et un après. Et elles le disent d'ailleurs. Elles disent que puisque cette femme de ménage, ou même les femmes qui disent avoir été victimes de troncs, ont déposé plainte, eh bien, ça les corroborait dans le fait qu'elles pouvaient elles aussi franchir le pas. Maître, est-ce que vous vouliez dire ce que vous me disiez en particulier sur les fausses victimes ? Ah oui, oui, c'est vrai. On s'aperçoit aussi, bon, ça n'a rien à voir, mais il y a ce qu'on appelle des fausses victimes. Il va y avoir des femmes qui vont déposer plainte alors que rien ne leur est arrivé. Ce qui est très grave à l'heure actuelle, c'est que l'on voit dans le cadre de séparation ou de divorce de couple, eh bien très souvent, pas très souvent, mais il arrive que des femmes déposent plainte contre leur mari ou leur compagnon en disant que celui-ci avait violé ou agressé sexuellement l'enfant. Ce qui très souvent est faux, et je défends de nombreux hommes qui sont dans cette situation, qui sont complètement catastrophés, dont la vie a été bouleversée et dont la vie a été vraiment détruite. Ça, c'est important. Que l'on dépose plainte pour des faits qui sont vrais, je suis tout à fait d'accord et je suis la première à les défendre. Mais que l'on dépose plainte pour avoir plus d'argent dans un divorce, je trouve ça scandaleux. J'acquiesce, c'est quelque chose quand même d'assez constant dans les divorces tendus. Gilles Muret. Oui, je pense que c'est quand même une minorité de cas et je voudrais juste rappeler qu'il y a moins de 2% des auteurs de violences sexuelles en France qui sont condamnés. Donc oui. On voit bien que entre le nombre de viols, le nombre de dépôts de plaintes et après l'issue judiciaire, c'est très très peu. Donc, et Marie Moscovici disait, je vais vous donner la parole, Claude Habib. Je ne voudrais pas décrédibiliser encore une fois parce que il peut y avoir des fausses allégations dans certains cas qui, à mon avis, sont mineurs par rapport à l'immense majorité des femmes victimes où il n'y aura pas d'issue judiciaire. Je décrédibilise surtout pas la parole de la femme victime que je respecte très profondément. Ce que je ne conçois pas, c'est que l'on dépose plainte contre un conjoint alors qu'il ne s'est rien passé pour obtenir, et mon confrère est d'accord avec moi. Est-ce que ce ne sont pas des cas extrêmement minoritaires ? Non, malheureusement, on en voit très souvent dans nos cabinets, malheureusement. Et j'aimerais effectivement, comme vous le dites, que les femmes... Il y a aussi des violences sur enfants et qui ne sont pas forcément reconnues. Mais c'est pareil, bien évidemment. Mais j'aimerais aussi que les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols, qu'elles déposent plainte. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un chiffre gris des dépôts de plainte. Il n'y a que 10% des victimes qui déposent plainte, et c'est scandaleux. Oui, mais je pense que la grande opposition qu'on voit ici dans cette affaire, c'est l'opposition entre la violence des hommes qui est réelle, qui est catastrophique, qui est destructrice, et le mensonge des femmes. C'est vraiment les deux masses c'est les deux modes de tort que un sexe fait à l'autre. Et je crois qu'il ne faut pas penser que le mensonge est une réaction des dominés, des opprimés, une réaction d'autodéfense. Non, c'est un problème à part. C'est pas un peu simpliste, ça, la violence aux hommes et le mensonge aux femmes ? Non, mais tout se croise dans la vie. Un peu dans les clichés, quand même. Tout se croise dans la vie, mais... On dit souvent que les femmes sont affabulatrices. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent dans les... Justement, Julie Muret, il y aura un avant et un après Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes d'accord avec... Un homme, vous ne pouvez pas le violer, mais vous pouvez détruire sa vie par le mensonge. Enfin, c'est pas la même chose quand même. Julie Muret, il y aura un avant, un après Dominique Strauss-Kahn. J'espère que la parole se libérera encore. Et vous pensez que là, le fait que la victime aujourd'hui soit pointée du doigt et qu'on dise qu'elle est menti, est-ce que vous pensez que ça, justement, c'est la parole de ces femmes qui s'est libérée ? Est-ce qu'au contraire, maintenant, ça ne va pas être on ne dit pas qu'elle a menti sur la totalité de ses propos. On dit que ça n'est pas une personne totalement crédible. On ne connaît pas les faits. Sur les faits, on ne dit pas qu'elle a menti nécessairement sur les faits. Et c'est une personne qui n'est pas crédible. Donc, si procès il y a, lors de son témoignage, elle peut être contre-examinée. Et un contre-examen peut réduire à néant l'ensemble de Et c'est terrible parce que cette femme a peut-être été violée et peut-être que justice ne lui sera pas rendue. Mais il y a toujours une vérité judiciaire et puis une vérité qu'on ignore parfois.
Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Je monte Vie de meuf, c'est Oser le féminisme qui sort ça et c'est tiré de Vie de merde. Voilà, si vous avez une vie de merde, vous pouvez aller sur votre blog et raconter votre vie de merde et votre vie de meuf avec voilà cette petite histoire qui s'intitule Un si beau mariage. J'ai 20 ans et je me rends au mariage d'une copine. Au vin d'honneur, je discute avec elle. Dis, tu n'es pas venu avec ton copain, je n'en ai pas. Tu as des enfants, je n'en ai pas non plus. Mais alors tu fais quoi dans la vie? Voilà, c'est-à-dire dans Vie de meuf. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 pour